Bonjour à tous, bienvenue sur cette 14e séance sur Django. La suite directe de ce que nous avons vu sur les utilisateurs et voir un petit peu notamment comment ça se passait au niveau de la création complète d'un système d'authentification comme nous l'avons fait sur la vidéo précédente. Et là, on va passer à la suite avec toujours ce principe d'utilisation et de gestion en tout cas des utilisateurs, mais en allant un petit peu plus loin avec la gestion des groupes et notamment la mise en place et l'utilisation du système de permission. Avant de passer vraiment aux permissions, on va poursuivre un petit peu sur ce qui concernait les utilisateurs, parce qu'on va avoir des permissions intégrées et qui vont être en fait générées par Django, mais on va en parler juste après. Mais en termes d'utilisateurs, on peut déjà retrouver plus ou moins finalement une certaine forme de permission, puisque dans la vidéo précédente, nous avions fait un système qui permettait, si vous voulez, d'afficher ici, de changer l'affichage en fonction de l'état finalement de connexion de l'utilisateur, s'il était connecté ou pas. Alors, je vous fais un petit rappel quand même de ce qu'on avait marqué, ça fera pas de mal. On l'avait fait dans Account, on avait créé une application spécialement pour ça. Et ensuite, on avait été ici, alors non, justement, là, on était bien dans Mangalib. Et c'était tout simplement la page d'index. Voilà, donc on avait simplement utilisé cette petite vérification, donc depuis user, qui est accessible ici depuis le gabarit, is authenticated, et à partir de cette simple condition, vous pouvez vérifier si l'utilisateur était bien connecté ou non, et en fonction, changer l'affichage que vous vouliez pour pouvoir proposer de se connecter ou de s'inscrire, sinon d'afficher par exemple le nom d'utilisateur de ce dernier s'il est bien sûr connecté. On va aller un petit peu plus loin, parce que là on l'avait fait finalement au niveau du gabarit, et avant de passer, comme je disais, à la suite, on va regarder comment effectuer ce genre de vérification, mais directement au niveau de la vue, puisqu'on ne l'avait pas fait en amont, on l'avait fait nous directement au niveau du gabarit, mais on pourrait simplement, ici, bloquer une vue, tout simplement l'affichage d'une vue, ou alors en tout cas afficher autre chose, si l'utilisateur n'est pas connecté, c'est-à-dire de partir du principe que, par exemple, cette vue doit être accessible uniquement pour les utilisateurs connectés. Si ce n'est pas le cas, ils seront tout simplement amenés à se connecter, donc on les renverra vers le formulaire de connexion et ils pourront comme ça ensuite procéder, récupérer le formulaire pour pouvoir entrer leurs identifiants et se connecter au site. Nous allons pour des questions très simples, on a évidemment toujours pareil, vous l'avez vu depuis le début avec Django, toujours plusieurs manières de faire les choses. Moi j'essaie de vous présenter les manières finalement les plus pratiques, que je trouve en tout cas. Et ici nous allons passer par les décorateurs. Il y a pas mal de décorateurs proposés par Django qui permettent de faire ça et de gagner beaucoup de temps en tout cas dans, on va dire, l'écriture un petit peu du code qu'on va faire. On va ici déjà importer ce qu'il nous faut. Donc on va avoir une partie authentification. Et on va avoir un certain nombre de décorateurs, on en verra à peu près 2-3 pour cette vidéo, donc on aura quand même de quoi faire. Et ici, on va notamment importer le décorateur Login Required. Celui-ci va vachement nous servir, ce qui va nous permettre, en décorant une des vues qu'on a ici, indiquer que l'utilisateur doit être connecté. Donc vraiment, on ne va pas s'embêter ici dans le code, si vous voulez, de chaque vue à chaque fois, à noter via une condition, est-ce que l'utilisateur est connecté. On pourrait le faire, je vous inviterai éventuellement à voir un petit peu comment cela se fait si on l'écrit directement en dur dans le code. Mais nous, puisque Django propose un décorateur, on va utiliser ce dernier, et ça va rendre les choses bien évidemment beaucoup plus pratiques. On va vachement gagner de temps à ce niveau-là. Très simple, une fois que vous avez importé ce dernier, le seul moyen de restreindre l'accès à une vue, donc avec la nécessité d'être connecté, vous utilisez le décorateur sur ici, puisqu'on travaille nous dans des vues sous forme de fonctions et pas sous forme de classe, le décorateur login required. Et à partir de là, donc là je suis sur la méthode, la fonction show, ici, on va actualiser pour être sûr, et ici, donc là, bon, je suis connecté, pas de problème. On voit que l'accès, il n'y a pas de souci pour les deux cas. Je me déconnecte et cette fois-ci, je suis renvoyé vers le formulaire de connexion. Et donc, je dois à nouveau me connecter. Et à partir de là, je suis bien connecté de nouveau. J'ai accès effectivement aux différentes pages. Ça nous a pris 2 modifications. Importer ici le décorateur. Et ensuite, vous décorez effectivement la fonction en question. Et l'accès finalement est restreint. C'est intéressant parce que vous avez comme ça 2 possibilités. Ici, on restreint vraiment l'accès en amont, c'est-à-dire qu'on ne donne pas l'accès à la partie qu'il y a. Et ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, qui revenait finalement à filtrer, si vous voulez, ce qu'on avait à l'affichage. Parce qu'au niveau du gabarit, des fois, on ne veut pas forcément restreindre l'accès. On veut juste dire, si l'utilisateur est connecté, on affiche certaines infos, et s'il ne l'est pas, on va en afficher d'autres. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'on voie ces 2 possibilités. Aussi bien de filtrer, de faire des vérifications en amont au niveau de la vue, c'est ce qu'on vient de faire, et ce qu'on avait fait précédemment directement au niveau du gabarit.
Voilà pour cette partie concernant les utilisateurs à proprement parler. On va vraiment passer maintenant à quelques nouveautés sur cette séance. Au niveau de Django, il utilise un système de permission très simple, parce qu'on a vu jusqu'à présent, on avait créé des modèles, on avait défini certains modèles, donc je vais aller ici. Voilà. On a créé un certain nombre de modèles, peut-être même que si vous êtes entraîné, vous de votre côté, vous en avez peut-être créé beaucoup plus, vous avez fait plein d'applications, etc. Et pour chaque modèle, nous allons en fait avoir des permissions par défaut qui vont être générées. On va en retrouver 4 qui sont très importantes, parce qu'elles vont permettre de réaliser finalement les 4 actions les plus basiques qu'on peut retrouver au niveau de notre application. On va avoir l'affichage des données, donc sous-entendu l'affichage du modèle, donc c'est la permission qu'on va appeler view. On va avoir ensuite ce qui concerne l'ajout d'informations, donc d'enregistrement par exemple à ce modèle. Donc là on va parler de add. On va ensuite avoir la modification. Alors ça nécessite bien sûr l'affichage, la modification forcément, donc la permission view, mais c'est la permission change. Et ensuite on a la permission pour la suppression delete, qui permet comme ça de supprimer un enregistrement. Si je vous montre au niveau site d'administration, qu'on voit un petit peu, on va pas aller plus loin pour le moment, mais au moins pour commencer, on va aller ici et on peut retrouver ces permissions par exemple ici, pour que vous voyez un petit peu ce que je voulais vous indiquer. On retrouve nos différentes applications, d'accord. Donc même pour l'authentification, on a des applications bien sûr internes de Django et celles qu'on a pu créer. Et par exemple, vous voyez que Mangalib, on a donc l'application, on a ensuite chaque modèle, donc là le livre et l'auteur, parce que c'est les deux que j'ai moi dans l'exemple que je vous ai montré tout au long de ce cours. Et ensuite, vous voyez qu'on retrouve les 4 permissions à chaque fois. Add, change, delete et view. Très important, parce qu'il va falloir retenir ces noms, enfin il faut les connaître, parce que ça fait partie en fait du nommage finalement des permissions que l'on a. Quand on va parler finalement de nommage de la permission, on va avoir l'application, on va mettre un point, ensuite on va mettre l'action, donc ça va être delete, view, etc. Ensuite un underscore, donc tiré du bas, suivi du nom du modèle, comme vous voyez ici en minuscule et au singulier. Donc on retrouve comme ça ces différents noms par rapport à tout ce que nous avons. Ça, c'est au niveau des permissions. Donc bien évidemment, une fois qu'on a ces 4 permissions, on peut afficher les infos, les modifier, en ajouter, en supprimer. On a, comme je vous disais, les permissions les plus standards par rapport à notre application. Donc ça, c'est important. Une fois qu'on a ces permissions, on va aller un petit peu plus loin, on pourra éventuellement créer quelques permissions personnalisées. On va pouvoir les affecter à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs. Mais ça, je vais revenir sur les groupes par la suite pour vous présenter un petit peu ce que c'est et comment ça fonctionne. Très simple, rien de compliqué, mais vous allez voir que ça apporte quelques possibilités, un peu plus de flexibilité, on va dire, au niveau de notre application. Nous, ce qu'on va faire déjà, pour commencer en première partie, maintenant vraiment pour cette séance, c'est de restreindre finalement une action en particulier, donc ça on va l'enlever. Je vais laisser le décorateur importé ici, puisqu'on va en importer de toute façon d'autres, à une certaine permission en particulier. De se dire, l'utilisateur qui est connecté, donc il faut forcément qu'il soit connecté, sinon on ne peut pas vérifier les permissions qu'il a. Si vous n'êtes pas connecté, vous avez visiblement pas de permission, en tout cas vous avez juste ce qui est non restreint finalement, donc c'est-à-dire que là, par défaut, tout le monde a accès à tout ça, ce qui évidemment dans une vraie application ne serait pas bien du tout, donc on devrait restreindre certaines choses, mais là on est sur une application d'exemple bien évidemment, et on va pouvoir restreindre aux utilisateurs, donc ça nécessite bien sûr qu'ils soient connectés, ça va de soi, et en plus de ça, selon des permissions bien spécifiques qu'on va pouvoir choisir. On va utiliser pour cela un autre décorateur, on va faire plus simplement encore. On pourrait écrire beaucoup plus de code, mais nous on va passer par le décorateur, parce qu'encore une fois, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique pour le faire. À partir de là, on va pouvoir indiquer, donc par exemple on va le refaire sur show, puisque c'est ça qui permet d'afficher un livre en particulier. Alors un livre et des informations sur l'auteur finalement, puisque un livre a été fait par un auteur. Et on va utiliser le décorateur directement ici. Par contre, on va lui indiquer un argument, parce que ça va quand même être important, qui est finalement le type de permission par rapport à l'application que l'on a. Donc on a notre application, donc moi ici c'est Mangalib, ce que je vous disais, le point. Ensuite c'est l'action, donc finalement la permission en question, donc par exemple delete, et sur quoi, et moi je vais mettre par exemple sur le livre, donc book. Donc c'est ce format-là, si vous devez le noter à chaque fois, c'est à chaque fois le nom de l'application. Ensuite vous avez finalement le code de l'action, donc view, change, delete, add, d'accord, donc je vais mettre l'action comme ceci, underscore, et ensuite vous avez le nom du modèle, tout en minuscule, au singulier, etc. Donc attention en fonction des nommages que vous avez. Une fois que vous avez ce code, que vous avez ça en tête, donc vous avez indiqué ceci comme argument pour la permission, on indiquera via le décorateur ici que cette vue est accessible seulement si l'utilisateur en question sur l'application Mangalib, en tout cas pour les livres, a la permission de les supprimer. Alors normalement on avait créé un utilisateur dernièrement qui de toute façon ne devait pas avoir de permission,
Comme j'avais créé tel quel, on n'avait rien, voilà, du tout. Donc on voit qu'il n'a aucune permission en particulier, d'accord? Donc ça tombe bien, on pourra comme ça se connecter sur ce dernier. Ça va très bien le faire. Donc là, j'ai juste actualisé la page avec un petit F5. Là, je suis connecté sous l'administrateur, évidemment, pas de problème. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs, les super utilisateurs ont toutes les permissions. C'est-à-dire que si vous vérifiez s'ils possèdent une permission, ça retournera vrai même dans le cas où une permission n'existerait même pas. Voilà, c'est un comportement par défaut de dire le super utilisateur, il a tous les droits, c'est tout puissant, donc il a vraiment accès absolument à tout. Et après, bien sûr, on peut avoir donc voilà, le super utilisateur, on peut avoir ensuite un membre de l'équipe, c'est-à-dire quelqu'un qui peut accéder, faire gérer en tout cas au niveau du site d'administration. Donc évidemment, un super utilisateur ici administrateur, il est à la fois l'administrateur et en plus il fait partie de l'équipe. Donc là normalement on peut le vérifier, on le voit ici, admin voilà, donc actif évidemment, vous voyez qu'il est super utilisateur et il a également le statut d'équipe. Donc il a vraiment accès à tout. Donc c'est indiqué, de toute façon vous avez la description, je n'ai pas besoin de vous expliquer à quoi ça correspond. Chacun des cas ici, puis on en avait parlé de toute façon un peu concernant les utilisateurs. On va revenir là, on va revenir sur le site. Donc l'administrateur, pas de problème, lui de toute façon, il a évidemment ce droit, on peut, pourquoi pas, parce que c'est quand même bien, on peut le vérifier. Parce que pareil, je vous montrerai pas forcément comment ajouter des permissions au niveau du code à la main, je vous donnerai les noms des méthodes, mais on va surtout passer par certaines permissions personnalisées, mais on va utiliser ce qu'il y a là. Donc évidemment, lui, voilà, il a accès à tout. Donc comme il est super utilisateur, pas besoin de lui spécifier quoi que ce soit ici, il a forcément la permission de tout, l'administrateur. Donc c'est le côté bien pratique. On va se déconnecter ici, on va se connecter cette fois-ci sous l'autre compte. Lui, on sait qu'il n'aura pas la permission en question puisqu'il n'est pas super utilisateur, il n'est même pas dans le statut d'équipe, il n'a donc aucune permission par défaut. On est bien connecté sous ce compte ici, et à partir de là, vous voyez qu'on a même plus accès ici. Mieux encore, ça dépend en tout cas des besoins que vous avez, vous pouvez éventuellement lever une exception, donc en rajoutant ici un autre argument, raise exception, en le passant à true, parce que par défaut il est bien sûr défini à false, et à partir de là, j'actualise, et on va renvoyer une erreur 403, donc une erreur HTTP, qui sera traitée pour vous dire simplement l'accès est non autorisé, donc au moins c'est traité comme il faut au niveau ici de HTTP. On a cette possibilité là, donc pareil, comme on avait fait tout à l'heure la restriction pour l'utilisateur connecté ou pas, là vous avez une restriction par rapport à une permission spécifique, ça tient en une ligne, un simple décorateur. Mais encore une fois, vous avez bien évidemment des méthodes. Vérifier par exemple avec une méthode asperm, vous pouvez vérifier si l'utilisateur, donc user.asperm, a en fait la bonne permission. Donc c'est tout à fait faisable, évidemment. En dur, on peut toujours marquer les choses. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on peut voir un petit peu tout ça. Alors je vous les noterai quand même quelques-unes de ces méthodes. Si vous voulez un jour faire des vérifications en dur dans du code, je vous les noterai. Je vous les montrerai pas forcément en pratique, puisque je trouve que ça, encore une fois, c'est bien plus pratique, c'est le cas de le dire, par rapport à ce qu'on fait ici, mais vous pouvez bien sûr procéder autrement. Si on veut faire par contre cette vérification en termes de permission au niveau du gabarit, parce que comme on l'avait vu justement pour la restriction, on pourrait le faire ici. Bon, nous, ça ne sera pas tellement parlant, mais admettons que vous auriez besoin de le faire. Je vais quand même vous le montrer, que vous ayez au moins le code sous les yeux. On va aller ici. Donc pour une raison ou une autre, on voudrait vérifier quelque chose. Si un utilisateur a une permission en particulier, alors ça va être bizarre de mettre ça ici, mais c'est vraiment pour l'exemple. Alors, on va mettre une simple condition comme ceci. Et ensuite, on a, rappelez-vous, accès à l'utilisateur en question. Et là, on va pouvoir vérifier les différentes permissions. Donc ça va s'appliquer bien sûr à l'utilisateur qui est actuellement connecté, ça va de soi. Et là, vous allez pouvoir choisir, au niveau des permissions, donc l'application en question, rappelez-vous, l'action, sur quel modèle, donc on retrouve le même format ici, d'accord. Et donc si cette permission est effectivement est effective, eh bien on peut afficher quelque chose. Alors, je vais mettre oui, la permission est valide. On ne dit pas qu'elle est présente, mais bon, peu importe. Je vais actualiser, donc là on n'a rien, et normalement, en me reconnectant administrateur, lui ça devrait être bon. Voilà, la permission est présente. Donc l'administrateur, il a bien cette permission, donc vous pouvez faire ces vérifications là. Si vous aviez besoin, je ne sais pas moi, d'afficher un formulaire, d'afficher une image ou quoi que ce soit, un bouton, un champ, un lien, peu importe, en fonction d'une certaine permission qui doit exister, qui doit être présente ou pas, vous pouvez bien évidemment filtrer aussi au niveau du gabarit. Donc comme, encore une fois, la restriction qu'on avait vue ici, on peut le faire directement en amont au niveau de la vue, ou on peut le faire au niveau du gabarit, c'est-à-dire au niveau de l'affichage, et ce que l'utilisateur va avoir à son écran. Donc je l'enlève, parce qu'on a vu tout ça.
Donc justement, les petites, dont je vous parlais, les petites méthodes ici, si vous voulez utiliser, je les noterai en commentaire parce que je ne vais pas les montrer en exemple parce que c'est pas forcément ce que je recommande hein, dans l'usage qu'on a. C'est si vous ne pouvez pas en fait procéder de la manière que je vous l'ai montré ici, vous pouvez éventuellement utiliser des méthodes, mais la plupart du temps on peut se débrouiller un petit peu avec tout. Donc là, vous avez donc l'utilisateur, d'accord, quand vous êtes sur l'utilisateur en question, et vous avez plusieurs choses. Donc déjà le as perm, donc ça je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire de vérifier un petit peu les droits qu'il a. Donc par exemple, est-ce qu'on a mangalib, delete book, est-ce qu'on a cette permission sur ce modèle. Donc toujours le même format que ce qu'on a vu précédemment, ça renverra un booléen, il n'y a pas de souci. Donc ça peut être éventuellement utile si vous voulez vérifier effectivement qu'il y a cette permission avant de procéder à un certain code. Donc là, ça peut servir dans ce qu'on fait ici. Et après, on en a différentes qu'on va retrouver un petit peu à chaque fois. Bon, on peut déjà récupérer l'ensemble des permissions avec all, classique. Et sinon, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir en ajouter. Voilà, si vous voulez par exemple ajouter une certaine permission, donc par exemple là je vais en ajouter une, vous pourrez en ajouter plusieurs, hein. Voilà, on peut en ajouter une seule ou plusieurs. Vous avez bien évidemment l'inverse, retirer une permission en particulier, donc à l'utilisateur actuel, hein, parce que je rappelle que ça se fait toujours sur user, d'accord. Donc là c'est toujours user. Quelque chose, hein. Je vous le réécris pas mais vous avez compris. Et après bien sûr on peut tout supprimer, voilà. Ou alors on peut carrément, si vous avez plusieurs permissions ajoutées et que vous ne voulez pas utiliser add, vous pouvez utiliser la méthode set, et à partir de là vous ajoutez sous forme de liste toutes les permissions que vous l'ajoutez en un coup pour gagner un peu de temps. Donc ça, petite méthode à connaître si vous voulez effectivement vous au niveau du code, gérer tout ça, ajouter des permissions, retirer à l'utilisateur bien sûr qui est actuellement défini, donc actuellement connecté. Vous pouvez le faire vraiment au niveau du code. Voilà pour cette partie concernant en tout cas ces permissions là. Donc on trouve beaucoup de choses. Alors l'utilisateur, on va quand même tester pour voir que ça marchait aussi. On va revenir ici, on va reconnecter celui-ci pour vous montrer que ça, évidemment que ça marchait bien au niveau de la permission en question. C'est ça que je voulais pas montrer, ça se trouve, je pourrais vous raconter des bêtises et vous me croirez. Donc là, encore une fois, on voit que ça ne marchait pas, d'accord, il n'avait pas accès. Je ne change pas d'utilisateur, sauf ici, parce que évidemment il ne va pas pouvoir se connecter au panneau d'administration, ça va de soi. On va aller ici, donc c'est vrai qu'il faut souvent un petit peu switcher entre les deux. On va juste lui mettre la permission en question, donc delete pour les livres, c'est ici. On va lui ajouter, hop, oui, j'ajoute vraiment que ça. De toute façon, il n'y a pas besoin d'afficher pour supprimer, donc ça tombe bien. Voilà, il a juste ça. Ici, on déconnecte pour être sûr. On voit bien qu'on est déconnecté. On reconnecte sur le compte. Voilà. Et une fois qu'on fait, que c'est fait, cette fois-ci, nous avons accès évidemment à la page. Parce que je vous rappelle qu'on avait juste restreint l'accès à ce type de permission. Et que cette fois-ci, l'utilisateur Chat Champagne a bien la permission nécessaire pour y accéder. Donc vraiment, vous pouvez tout gérer comme ça si vous le voulez. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut à ce niveau-là. Je vais reconnecter admin, parce qu'on va d'autant plus besoin de celui-ci. Il ne peut pas me reprendre, non. Il ne veut pas. Voilà. Admin ici. Ça, c'est ce que nous avions vu pour les permissions. On ira un peu plus loin quand même, hein, bien évidemment. On va voir d'autres choses. Mais on va surtout voir, je pourrais aller justement un peu plus loin avec ces permissions, le principe des groupes. Quand on va parler d'un groupe sur Django, ça va être très simple. Parfois, vous voyez que les permissions, le système de permissions, vous pourriez l'appliquer à un utilisateur en particulier, mais ça peut être assez long, ça peut être assez répétitif. Pour faire évoluer, pareil, son application, le code, etc., c'est pas des plus pratiques. Et souvent, on va plus opérer en termes de rôle, en termes de groupe, de se dire, finalement, on peut dire, les utilisateurs qui appartiennent à ce groupe, auront telle ou telle permission. C'est comme ça que fonctionnent plein de systèmes, sur plein de sites web, sur plein de systèmes d'exploitation aussi. On parle souvent de groupe ou de rôle. Une application comme Discord, hein, si vous l'utilisez, pareil, on va souvent donc avoir un rôle auquel on va en fait définir des permissions. Et après, il suffit d'associer un rôle à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs et ils auront automatiquement toutes les permissions. Donc comprendre que on va avoir un groupe avec des permissions définies et dès qu'un utilisateur est ajouté à ce groupe, automatiquement il hérite des permissions du groupe. D'accord, ça se fait automatiquement. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Donc là on va créer un groupe tout simplement ici. Alors pareil, on pourrait le faire au niveau du code, on pourrait même passer par au niveau de la base de données, puisque ça s'est enregistré en base de données, on pourrait utiliser vraiment du code Python pour faire ça, mais nous on va passer par le système d'administration, parce que ça va largement suffire pour ce qu'on fait. La majeure partie des, on va dire, des gestions d'administration, on va le faire sur le site d'administration. Donc on va avoir ici le groupe. On va créer un groupe, je vais l'appeler les super héros, voilà, super. Et on va plutôt mettre les visiteurs, par exemple, voilà, venus d'ailleurs, et on va leur donner un certain nombre de permissions. Donc par exemple, eux, on va leur dire, ils peuvent voir un petit peu, alors surtout pas ça,
mais ils peuvent voir les auteurs et les livres. Voilà, on va leur donner ça. Bon, pas faire grand chose de plus, mais au moins en tout cas ces deux droits là. Voilà, visiteur. On pourrait par exemple considérer, pourquoi pas, que finalement on restreint tout si l'utilisateur n'a pas accès à View, donc ne serait-ce qu'au moins le livre. On pourrait faire ça comme ça, de se dire finalement, voilà, si tu veux voir ça, tu peux pas. Alors là, bon, si on veut faire quelque chose, alors non, de plus, on va dire, personnalisé, de plus, peut-être un peu plus concret, on pourrait se dire, bon, pour ça, il faut que tu puisses ajouter un livre, sinon tu peux pas. Pour ça, il faut que tu puisses éditer un livre, et en fait même pouvoir avoir accès à la vue, finalement, de pouvoir afficher. Et là, delete, voilà. Donc ça sera un peu plus réaliste. On évitera à n'importe qui de pouvoir modifier, etc. Et même limite, je vous dis, au niveau du gabarit, comme j'avais mis des liens ou des boutons pour ça, on pourrait même les masquer. De se dire, si l'utilisateur n'a pas la permission, ça sert à rien de lui mettre un lien pour lui proposer d'ajouter un livre. De toute façon, il n'a pas le droit de le faire. Donc, autant lui masquer le lien. Et après, voilà. Mais attention, n'oubliez pas, ça je fais une petite parenthèse, la différence entre ce qui est à l'affichage et ce que vous bloquez en amont. C'est pas parce que, par exemple, ici, vous allez masquer ce lien que là, il n'y a plus de risque en fait que l'utilisateur puisse ajouter un livre. S'il arrive à trouver l'URL sur laquelle en fait pointe ce lien, si vous avez masqué ce lien, il y aura accès. Donc ça, c'est juste pour masquer les éléments pour les filtrer à l'affichage, mais toujours important de bloquer et de gérer les permissions en amont. C'est là que véritablement vous allez bloquer et renvoyer vers une page d'erreur ou autre chose, faire une redirection en conséquence. Donc faites attention à tout ça. Des fois les gens se disent le lien est masqué donc c'est bon, l'utilisateur n'a pas de risque de tomber dessus sur la page. Si, s'il a l'URL, et des fois on s'embête pas trop avec les URL, on fait des URL assez génériques, il aura le loisir d'y accéder sans problème. Donc on a ça, donc j'ai bloqué tout ce qui était cloud principalement, et ici l'accès en vue. Voilà, comme ça on a tout un petit peu qui est ici. Donc dans tous les cas, on peut, pour afficher un livre, comme vous voyez c'est indiqué, il faut pouvoir avoir la possibilité de finalement afficher ses livres. Donc l'administrateur, comme d'habitude, c'est un super utilisateur, il a tous les droits. Là, on n'est plus connecté du tout, on voit qu'on n'a pas accès. Voilà, on ne peut pas afficher la liste des livres, etc. Alors, on va peut-être pas faire ça, parce que vous allez dire, pourquoi lever une exception comme ça? Peut-être pas non plus, pour juste les voir, on va dire, non, connecte-toi, pour que tu puisses ensuite accéder à tout ça. On va connecter cet utilisateur. De toute façon, il n'y en a pas d'autre à part lui et admin. Ici, cet utilisateur, rappelez-vous, il avait accès à la suppression des livres, donc ça il y a accès puisqu'on lui avait mis cette permission, mais il n'a pas la permission de vue, on lui avait pas mis, donc à nouveau ça propose de se connecter parce que l'utilisateur n'a toujours pas ce droit. Alors pourquoi? Parce qu'on a indiqué le comportement par défaut, c'est que ça se connecte, et c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs forcément. Au niveau donc login required ou permission ici, si évidemment la permission n'est pas requise ou que l'utilisateur n'est pas connecté, on va le renvoyer vers le paramètre suivant qui est settings.login URL qui par défaut pointe vers ce lien. Et moi, comme dans la séance précédente, je vous ai fait en sorte d'utiliser finalement les chemins qui sont gérés en interne par Django, et vous n'avez pas eu de problème, et vous n'aurez pas de problème en fait au niveau de ces liens, puisque nous avons justement créé une application Accounts avec toutes ces URL là. Bien sûr, si vous vous êtes amusé à créer des URL personnalisées ou même pas passer par une application comme ça, mais de ne pas utiliser des liens de ce type, /account, /login ou etc., donc, comme Django le fait par défaut, bien évidemment, il faudra vous assurer d'avoir bien spécifié ici une bonne URL, puisque c'est là-dessus que sera redirigé l'utilisateur. Donc attention, si vous avez fait différemment que ce qui a été présenté dans le cours, il n'y a aucun problème à le faire, vous avez le droit et je vous invite même à tester les choses, faire des modifications, mais il faut évidemment que tout soit traité et ensuite pris en compte en conséquence. Donc là, nous avons tout ça. Alors le modèle, je peux l'enlever, on s'en fiche. Enfin, en tout cas, pour là, on s'en fiche. Donc on a cet utilisateur, évidemment, et qui n'a pas donc cette permission d'afficher tout simplement les livres. Donc on le renvoie à se connecter pour voir s'il n'y a pas un compte éventuellement qui aurait cet accès-là. Sinon, on peut afficher un simple message, mais ça, à ce moment-là, il faudrait le faire dans le code ici. Donc de faire ce qu'on a testé. Est-ce qu'il a la permission? Donc dans un if, et s'il ne l'a pas, vous feriez je sais pas moi, quelque chose comme ceci éventuellement, et puis là vous mettez un peu de HTML en indiquant un message, éventuellement un lien, pour dire vous devez, là vous n'avez pas la permission de ci, pour afficher, et vous pouvez donc après indiquer les actions que vous voulez, c'est vous qui voyez. Donc on va le faire, on va lui ajouter en tout cas l'élément CAF, plutôt que de lui ajouter la permission en particulier d'ailleurs, je vais lui enlever ce qu'on avait mis, hop, ici, voilà, on va remettre à 0. Donc on voit qu'il n'a pas de groupe, d'accord, pas de permission en particulier.
On voit que l'admin, lui, bon, pas besoin de groupe ou de permission en particulier, de toute façon, c'est un super utilisateur, donc il peut tout faire, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on fera, évidemment avec cet utilisateur, alors, évidemment il faut reconnecter, c'est de l'associer au bon groupe. Voilà, puisque ici, encore une fois, on demande d'être connecté, ça ne marche pas. Donc on y va, alors je recommence, vous voyez, on va switch à chaque fois entre chaque utilisateur. On va aller ici, on va l'ajouter au groupe depuis ici d'administration. Pareil, on pourra le faire au niveau du code, hein. Je pourrais vous montrer les quelques méthodes pour faire ça sans problème. Donc on l'ajoute, il fait partie des visiteurs, donc il a accès aux livres et aux auteurs. On va aller là, ici il va falloir reconnecter. Je sais pas combien de fois je me serais déconnecté, reconnecté sur chaque compte. Et cette fois-ci, nous avons accès. Il a bien les permissions suffisantes par rapport à ça. Voilà, donc vraiment, vous pouvez gérer précisément ce que vous voulez à ce niveau-là et de pouvoir créer des groupes. Comme ça, vous n'avez pas besoin de gérer au cas par cas. Pas besoin de gérer les permissions par utilisateur, ce qui peut être très lent, ce qui peut être vraiment pas pratique. Vous pouvez juste vous dire, en fait, je peux avoir genre des modérateurs, je peux avoir un groupe de personnes qui ont accès à telle chose, un groupe qui peut éditer certaines choses, un groupe qui peut éditer certaines choses mais pas d'autres. Parce qu'après tout, c'est pas parce qu'on peut éditer certains modèles qu'on devrait pouvoir tous les modifier. Donc vous pouvez avoir des, je sais pas moi, si vous avez une équipe sur un site, une équipe qui est chargée de, par exemple, la partie boutique, mais qui ne s'occupe pas du reste. Donc vous leur donnez les permissions nécessaires pour les applications ou les modèles liés à la boutique, mais pour autant, vous leur accordez pas de permissions liées au reste. Comme ça, ils n'ont vraiment qu'accès au minimum. Et généralement, pareil, en informatique, c'est ce qu'on fait. Quand on parle de permissions, de sécurité, etc., on essaie d'en donner le moins possible. Par défaut, en fait, les gens n'ont pas de permission. Et voilà, on donne accès à rien. Et ensuite, on donne les accès seulement nécessaires. On ne va pas par défaut donner tous les accès pour se dire comme ça on est tranquille, il n'y a pas de problème. C'est sûr que vous n'aurez pas de problème en termes d'accès, d'utilisation de l'application, mais vous aurez peut-être des problèmes en cas de piratage ou autre. Donc on donne simplement les accès qui sont nécessaires et pas plus que ça. On est pas mal avec ce qu'on a ici. Alors oui, je vous avais dit les méthodes, je vous les montrer aussi comme je l'avais fait pour tout à l'heure là au niveau des permissions. Donc pareil, vous avez quelques méthodes. C'est à peu près quasiment dans le même nommage, hein, vous allez voir, c'est pas compliqué ici. Vous allez avoir donc à chaque fois l'utilisateur que vous voulez et vous allez pouvoir indiquer le groupe dans lequel il fait partie. Donc vous avez user, groups, d'accord, et vous allez pouvoir ajouter sous forme de liste plusieurs groupes. Hein. Donc par exemple, vous pouvez dire voilà, je l'ajoute à tel groupe, tel groupe, tel groupe. À nouveau, on peut ajouter un groupe en particulier. Donc par exemple, là on aurait pu ajouter visiteurs, je crois que j'ai mis au pluriel. On va dire voilà, j'ajoute l'utilisateur actuel à ce groupe-là. On peut également lui retirer, bien sûr. Voilà, on lui retire ce groupe-là. Et on peut là, nettoyer complètement avec un clear. Donc vous avez comme ça ces différentes méthodes. Donc, comme pour les permissions, vous avez ces petites méthodes bien pratiques qui sont accessibles bien sûr via l'attribut group ici de l'utilisateur. Vous pouvez comme ça gérer au niveau du code la gestion des groupes si vous ne voulez pas le faire comme je l'ai fait ici au niveau du site d'administration. Vous pouvez le faire vous au niveau du code ici dans vos vues. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, on a vu ce qu'il fallait au niveau de la restriction, au niveau de l'état de connexion d'utilisateur. On a vu pour restreindre par rapport à une permission. On n'a pas vu par contre pour restreindre par rapport à un groupe. Et on pourra voir ça et après on parlera peut-être des personnalisations, tout ce qui est, si vous voulez, par rapport... non, on peut le faire maintenant d'ailleurs, permission personnalisée. Et après on verra comment restreindre justement à un groupe. C'est-à-dire de plus simplement de se dire, là il faut que tu aies ça. Parce qu'à la rigueur, vous n'êtes pas forcément censé savoir que le groupe visiteur, il a cette permission qui est appliquée. On veut juste, par exemple, se dire, cette vue, elle est accessible aux gens qui font partie du groupe visiteur. Vous voyez, c'est beaucoup plus naturel de penser comme ça. Et après, on devrait donc avoir un système ici qui permet de le vérifier tel quel. Même si on verra qu'on n'a pas forcément un décorateur natif au niveau du Django pour ça. Donc par contre, au niveau des permissions, parce qu'on ne va pas aller forcément très loin non plus là-dessus, parce qu'il faudrait avoir un cas vraiment plus concret, une application un peu plus développée que ça. Mais si vous voulez gérer des permissions personnalisées, pour je ne sais quelle raison, par rapport à votre application, ça dépend, vous pouvez bien évidemment le faire au niveau du modèle. D'ailleurs, on aurait pu définir plein de choses au niveau du modèle au départ, et ensuite faire les migrations, mais nous, on le fait ici après coup. Donc on va aller directement dans les modèles. Alors, on est sur Accounts ici, on va revenir sur Mangalibs. Voilà, sur Models, voilà ici. On n'avait pas configuré beaucoup de choses, comme vous voyez. Par contre, on avait quand même cette classe méta. Et sur cette classe méta, on pourrait définir des permissions. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, book. Alors, encore une fois, il faudrait qu'il y ait un intérêt à ça. Moi, ici, il n'y a pas vraiment beaucoup d'utilité. Mais vous avez un attribut permissions. Et ici, vous pouvez comme ça spécifier des permissions
sous forme de NuPlay. Donc par exemple ici, avoir un nom de permission. Alors attention en mettant des underscores de préférence, hein, perm name, quelque chose comme ça. Et ici, la description de la permission. L'avantage de ça, bon alors déjà éventuellement on peut faire ça, alors là vous voyez que ça n'apporte rien. Qu'est-ce que je peux mettre comme permission en particulier, ça vraiment... peut appliquer des réductions. On n'est pas sur une boutique, mais on comprend en tout cas, hein, ce que ça veut dire. Voilà, on aurait donc cette permission un peu particulière. Et ensuite, alors là il va falloir par contre recréer une migration, bien sûr. Donc c'est important, n'oubliez pas, hein, dès que vous touchez au modèle, automatiquement, on modifie tout. On voit bien que voilà, il nous indique que le méta a changé dans book, et ensuite la même chose, migrate. Pour être sûr que tout soit pris en compte. On redémarre le serveur, c'est bon. Voilà, on va aller sur le site d'administration, qu'on voit que ça a bien été ajouté, parce que si c'est pas le cas, ça va être embêtant. Mais normalement, ça devrait être bon. Utilisateur, voilà, donc par exemple au niveau de l'utilisateur, on va retrouver directement, alors il faut, voilà, vous voyez, Mangalib, le livre peut appliquer des réductions. On a créé une permission personnalisée. Parce que oui, là vous voyez qu'on a 4 permissions à chaque fois de base, mais si vous voulez avoir besoin d'une permission précise, qui ne parle pas de comment on... est-ce qu'on affiche ou non, est-ce qu'on peut afficher ou non les données, est-ce qu'on peut en ajouter, est-ce qu'on peut en supprimer, est-ce qu'on peut les modifier, vous pourriez créer une permission ici. Et là où c'est pratique, l'usage de cette permission, parce que bon, tel quel, on ne ferait pas grand-chose, c'est avec les groupes. C'est-à-dire qu'encore une fois, après ici, vous pouvez créer un groupe, voilà, et de vous dire, finalement, donc admettons on n'aurait pas tout ça, eh bien on a créé un groupe en particulier qui, lui, a cette permission. Voilà. Et c'est là que c'est finalement intéressant, parce qu'après vous pourrez filtrer en fonction du groupe dans lequel est l'utilisateur, et savoir qu'il peut appliquer des réductions. Parce que lui, Django, on est d'accord, il ne sait pas ça, comment il peut vérifier cette chose-là. C'est une permission particulière que vous avez spécifiée, que vous avez définie. Mais vous, au niveau du code, en revanche, en créant des permissions bien personnalisées, vous attribuez en fait ces permissions à des groupes particuliers aussi. Mais après, au niveau du code, vous êtes largement capable, et ça posera pas de problème au niveau de Python, d'indiquer, voilà, si l'utilisateur peut, par exemple, fait partie du groupe qui peut appliquer des réductions, et dans ce cas-là, on applique la réduction au niveau du code. Sinon, on ne le fait pas. Donc là, on pourra parfaitement gérer tout ça, et on comprend, hein, ça devient beaucoup plus logique finalement, de gérer des permissions personnalisées comme ça. Donc on va surtout utiliser tel quel. Vous allez définir des permissions au niveau de vos modèles personnalisés. Ensuite, vous allez pouvoir les attacher, finalement, les définir dans des groupes. Et après, c'est les utilisateurs que vous allez affecter à des groupes, si vous voulez bien sûr gérer leurs permissions à eux, puisqu'encore une fois, ils vont hériter des permissions du groupe dans lequel ils sont, auquel ils appartiennent. Ok, on va laisser ça. Pour l'exemple, ça ne gênera pas. Même si de toute façon, on ne va pas s'en servir directement ici. Pour terminer, parce qu'on aura vu pas mal de choses, hein, on a vu pas mal de choses, on va regarder comment justement filtrer au niveau du groupe en question. Comment on peut vérifier que l'utilisateur fasse partie d'un groupe, finalement, pour pouvoir valider ou non, hein, un traitement en fonction de ça. Donc on va le faire. Là, vous voyez qu'on avait de quoi restreindre par rapport à l'utilisateur en nécessitant qu'il soit connecté. On avait de quoi restreindre par rapport à une permission. On aimerait bien qu'il y ait un décorateur pour restreindre au niveau du groupe. Vous pourriez l'écrire. Hein. Je veux dire, il y a même un tuto sur les décorateurs sur la chaîne. Donc vous pourriez écrire votre propre décorateur group required ou group ou in group ou quelque chose comme ça. Et ensuite, juste décorer la méthode en question. Mais nous, comme on n'a pas ça nativement, on va voir un petit peu au niveau du code ce qui peut être écrit, même si on peut quand même utiliser un décorateur, c'est-à-dire qu'on va écrire notre propre fonction directement ici, et on va l'appliquer comme un décorateur. Donc après, vous, si vous voulez que ce soit mieux rangé, vous pourrez faire ça dans un autre fichier, bien évidemment. Moi, j'essaye de pas trop multiplier les fichiers au niveau des vidéos, parce que sinon après, je sais que les gens se perdent très très vite, et après, dans les commentaires, je reçois plein de messages que les gens ne comprennent pas, ils ont des erreurs partout. Mais bien sûr, vous pouvez après organiser ça comme vous le voulez. Donc ce qu'on va faire, finalement, c'est d'indiquer, le groupe d'appartenance à la personne. Donc là, encore une fois, on ne veut pas ça, parce qu'en plus, vous voyez que là, on est obligé de restreindre selon une seule permission, mais nous, on ne veut pas qu'ils aient juste la permission view sur livre, on veut aussi qu'ils aient la permission view sur auteur. Et si on s'amuse à ici décorer avec plein de décorateurs la fonction, pas forcément des plus lisibles, c'est pas forcément des plus pratiques. Donc ce qu'on va faire, plutôt que de faire ça, c'est finalement indiquer de rendre cet accès possible, en tout cas cette information possible, si l'utilisateur fait partie d'un groupe en particulier.
Donc là, ça va être évidemment plus intéressant. Donc ce qu'on peut faire, possibilité finalement dans les plus simples, c'est directement au niveau du code. On va avoir ici groupe, et vous allez pouvoir filtrer en fonction du groupe qui existe. Donc là, par exemple, visiteur, et si ce groupe existe. Alors ça fait un peu long, il faut marquer en fait depuis utilisateur les groupes, on filtre par le nom, donc ici le nom qu'on recherche, on regarde si ce dernier existe, et si c'est le cas, bon, bah, l'utilisateur fait bien partie de ce groupe, et c'est bon. Et sinon, effectivement, bah, c'est là qu'on pourrait s'amuser à faire un petit... Alors, c'est bizarre parce que bon, finalement c'est un visiteur, ce qui n'est même pas... Bon, c'était le nom de... Mince, on n'est pas dans un autre langage que Python. Pas de point virgule. Donc on a cette possibilité, s'il ne fait pas partie comme ça du bon groupe, on peut directement bloquer. Donc là, user not defined, on va l'avoir. Ah oui, ce qu'il faudra peut-être qu'on ait... oui. User, on va l'a pas passer ici. Il faudra qu'on le passe, qu'on le passe. Ouais, ça me plaît pas forcément, user ici. Est-ce qu'on peut faire plus propre encore en passant directement par une fonction? On va passer par un décorateur, hein. Ce sera encore mieux. On va faire ça comme ça. On va se créer une fonction. Donc par exemple, isVisitor. Voilà. Qui prend un utilisateur. Et on va simplement retourner, bien sûr, ceci. Donc ça enverra un booléen. Ça, c'est la fonction qu'on a pour vérifier en fait s'il fait partie de ce groupe finalement. Après, à vous de nommer ça comme vous voulez. Mais comme ça, au moins, l'avantage, c'est qu'on a à l'écrire qu'une fois. Parce que si on doit faire cette vérification à plusieurs endroits, on veut bien évidemment éviter la répétition de code. Donc on va préférer faire ça. Et là, bon, l'avantage, c'est qu'on peut décorer ensuite par rapport à ça. Parce qu'on va utiliser un décorateur de Python pour ça, qui est user passes test. On fait passer un test en question, et là, ça va être très simple à utiliser. Donc ça, bon, on le garde tel quel. Au niveau de show ici, on utilise ce décorateur, et il prend en argument eh bien, la fonction qui va effectuer effectivement le test simple. Donc nous, c'est celle-ci. Voilà. Et là, bah, ça va être bien pratique. Alors d'ailleurs, moi, je crois qu'il n'y a pas besoin ici des guillemets. Donc on a tout ça. Je vais actualiser au niveau de la page. Et ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est reconnecté au moins. Ah oui, il me manque, attendez. Hop. Il y avait les 2 points ici. On recommence. Alors par contre, oui, là, le problème, c'est que... On va tout couper. Voilà. Donc on est connecté sous admin, et on fait ça. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que on a vérifié l'appartenance au groupe d'utilisateurs. C'est-à-dire que la vérification de la permission s'est faite autrement. On ne vérifie plus une permission en particulier, parce que ça, dans tous les cas, le super utilisateur, bah, il a toutes les permissions, ça va renvoyer true à chaque fois. Là, comme on fait une vérification de groupe, bah, même si admin est un super utilisateur, effectivement, quand on regarde, alors, je ne sais pas si on le voit connecté ici, voilà, admin, les groupes d'appartenance, bah, il ne fait pas partie du groupe visiteur. Donc comme on a fait notre vérification, notre test là-dessus, bah, même ici, l'administrateur n'a pas accès à la page en question. Donc ça, voilà, on fait vraiment un test sur l'appartenance à un groupe en particulier. Et bien sûr, ici, ça ne marche pas non plus. Donc l'administrateur est invité, bien sûr, à se connecter. Est-ce qu'on avait mis l'autre utilisateur dans le groupe? Oui, il fait partie des visiteurs. Donc là, on veut faire ça. On n'a pas accès. Bon, bah, très bien. On va se connecter avec le compte qui, lui, fait partie du bon groupe. Voilà. Et cette fois-ci, l'accès est possible. Donc c'est une possibilité que vous avez telle quelle de faire. Et c'est mieux que ce que j'avais fait tout à l'heure en passant l'utilisateur ici. Je voulais vous montrer d'abord comme ça, mais après tout, autant passer directement par ça. Vous écrivez votre test directement. Vous pouvez encore une fois le mettre dans un autre fichier si vous voulez. Et ensuite, en utilisant ce décorateur-là, qui est bien pratique, vous pouvez justement faire, en fait, restreindre, si vous voulez, ici l'accès à une vue en fonction d'un test que vous passez.
qui est ici notre fonction, et ça fonctionne très bien. Comme ça, à chaque fois qu'on va vouloir en fait restreindre l'accès aux gens qui font partie du groupe visiteur, vous aurez à chaque fois qu'une seule ligne à mettre. Voilà, si on veut le faire ici, voilà, ça n'aurait pas de sens du coup de faire ça, en tout cas pas beaucoup moins. On peut se dire, bon ici, voilà, il faut être visiteur pour pouvoir supprimer un livre. Donc on peut comme ça contrôler plus facilement, je trouve plus finement en tout cas ce qu'on fait au niveau de notre application. Donc on aura fait le tour de pas mal d'outils au niveau de Python, même si vous voyez que j'ai privilégié au maximum les décorateurs ici, qui sont quand même très pratiques. Je trouverais dommage de s'en priver. Python met à disposition ces outils-là. Donc utilisez-les au maximum. Et si après vraiment vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire avec ces décorateurs-là, vous pouvez bien évidemment écrire en dur dans le code les vérifications telles qu'on l'a vu avec les méthodes que je vous ai montrées, add, remove, set, etc. Ou même asperm si vous avez besoin de vérifier quelque chose en particulier, mais au sein même du code. Et après, au niveau du gabarit, on a vu les quelques conditions qui permettent en tout cas de vérifier si l'utilisateur est connecté et si une permission, en particulier sur un utilisateur, est bien définie. En tout cas, s'il possède bien cette permission-là. Vous pouvez aussi filtrer l'affichage en fonction de tout ça. Voilà, pour les gens parmi vous, même si c'est pas ce qu'on avait fait dans le cours, qui utiliseraient, pour terminer, des classes ici, on en avait parlé un petit peu quand on avait abordé justement les vues, je vous avais expliqué qu'on pouvait définir des vues sous forme de classe, c'était tout à fait possible, et comme ça on utilise en fait des vues particulières de Django. Nous on s'était contenté de faire ça en des fonctions, parce que ça allait très bien. Mais bien sûr, si vous travaillez avec des classes, vous pouvez aussi travailler avec des classes en particulier pour ça. Vous en avez deux en l'occurrence. Donc je vous donne les noms parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui sont allés regarder là-dessus. Donc vous avez Login Required Mixin et vous avez ensuite Permission Required Mixin. Voilà, qui permet comme ça de travailler en plus. Mais dans tous les cas, de toute façon, si vous avez suivi ce cours, nous n'avons pas utilisé de classe pour les vues. Donc ces mixins ne concernent pas ici. Mais vous pouvez toujours, si vous avez la curiosité, aller voir un peu comment ça fonctionne. C'est peut-être des choses que j'aborderai dans des tutos, c'est pas sûr, mais on verra. On verra bien, en tout cas au moment où je fais cette vidéo, je ne l'ai pas fait en tuto. Et si un jour vous voyez une vidéo qui pointe le bout de son nez sur le sujet, eh bien vous saurez que j'ai changé d'avis et que finalement j'en ai parlé. Si vous voulez aller plus loin, enfin, au niveau des permissions, est-ce qu'on pourrait toujours avoir besoin de permissions bien spécifiques, par exemple liées notamment au niveau de certains enregistrements d'un même objet, c'est-à-dire qu'on autorise la modification de certains infos d'un objet mais pas d'un autre, par exemple un livre, admettons, genre vous voulez autoriser la possibilité de changer le titre du livre mais pas l'auteur, ou que sais-je, bref, vous voyez, c'est une information bien spécifique. Ça avec le système actuel, en tout cas natif de Django, on ne pourrait pas le gérer, d'accord, même en faisant des permissions personnalisées, ou alors il faudrait vraiment faire du sacré bricolage. Donc bon, dans l'absolu ce serait possible, mais il faudrait faire beaucoup de code pour finalement très peu de choses. Il existe bien évidemment, et je pourrais répéter ça pour plein de choses, plein d'outils qui ont été faits par des développeurs pour pouvoir compléter un petit peu ce que propose Django nativement. Donc si vous voulez un système de permission un peu plus élaboré qui peut aller encore plus loin, vous en avez deux qui sont pas mal connus. Il y a Django Guardian, voilà, et vous avez notamment Rules. Voilà, ce sont deux outils qui permettent véritablement d'avoir des systèmes de permission encore plus fins, encore plus spécifiques, si vraiment les systèmes, on va dire, natifs de Django ne vous conviennent pas et que vous voulez avoir quelque chose d'encore plus précis, d'encore plus spécifique pour votre application. Donc toujours pareil, je le répète assez souvent, ne vous contentez pas seulement de ce que vous voyez dans les vidéos en vous disant qu'on a fait le tour de tout et qu'on ne peut faire que ça et qu'on est limité à ça. C'est un framework, on a évidemment des choses qui peuvent être développées en amont, qui peuvent être ajoutées, des modules, etc. Il y a beaucoup de codes qui sont faits par des développeurs qui peuvent être utilisés. C'est le principe de la réutilisation aussi. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on verra sûrement dans une vidéo dédiée dans ce cours, plutôt sur la fin du cours d'ailleurs, de voir qu'on peut réutiliser pas mal d'applications. Et bien évidemment, pas mal de développeurs n'ont pas attendu après vous pour le faire et donc proposent beaucoup d'outils pour cela. Donc si vous trouvez que vous êtes un peu limité avec ce qui est proposé en natif, n'hésitez pas à voir un petit peu ce qui se fait à côté, ce qui peut venir compléter au niveau d'autres projets. Et vous verrez qu'il y a pas mal d'outils pour le faire. S'il y a des questions, n'hésitez pas, j'essaie d'être le plus clair possible, même si en soi je pense pas qu'il y avait beaucoup de difficultés, il suffit juste de bien écouter, de bien suivre la vidéo du début à la fin, c'est important. Mais au moins comme ça on aura vu vraiment tout en deux vidéos, la gestion des utilisateurs, comment gérer un petit peu tout ce qui est accès restreint, soit par état connecté ou non, soit par les permissions, comment gérer ces permissions, comment utiliser et gérer les groupes, et notamment en spécifiant des permissions, et pourquoi pas des permissions personnalisées. Et après, un petit peu comment filtrer, que ce soit vraiment en amont au niveau des vues ou au niveau du gabarit, les différents affichages en fonction de tous ces états et toutes ces permissions que nous avons vues ensemble. Je vous dis à bientôt, on se retrouvera donc pour une prochaine vidéo. Pour la suite, qu'on a encore quelques petites choses à voir sur Django avant bien sûr d'en avoir
terminer avec ce cours. À bientôt.